Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une période absolument charnière. Un véritable Big Bang qui a en fait façonné notre présent. Les années 70 jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. C'est l'histoire de la fin d'un monde et de la naissance, parfois dans la douleur, de celui que l'on connaît aujourd'hui. Allez, on plonge. Pour comprendre cette période, on va partir d'une question simple. Et si tous les grands événements de l'époque, la crise économique, les révolutions, la fin de la guerre froide, n'étaient pas juste des faits isolés, mais plutôt les pièces d'un immense jeu de dominos. Une réaction en chaîne qui a tout balayé sur son passage. Pour bien mesurer le choc, il faut d'abord se souvenir de ce qu'il y avait avant. Après 1945, l'Occident connaît une période presque magique qu'on a appelée les 30 Glorieuses. La croissance économique était folle, le plein emploi la norme. Bref, on avait l'impression que le progrès était infini et que l'avenir était tout tracé. C'était une sorte d'âge d'or économique où la stabilité semblait garantie. Sauf que cette belle machine, si bien huilée, va commencer à vraiment grincer à la fin des années 60. On va voir comment les fondations de cet ordre mondial, qui paraissaient si solides, se sont mises à craquer les unes après les autres. Plusieurs signaux d'alarme commencent à s'allumer. L'économie mondiale surchauffe, l'inflation grimpe. Il faut dire que les États-Unis, pour financer la guerre du Vietnam qui coûtait une fortune, faisaient tourner la planche à billets. Résultat, le monde était inondé de dollars qui perdaient de leur valeur. Et là, le 15 août 1971, c'est le coup de tonnerre. Le président Nixon annonce que le dollar n'est plus convertible en or. Pour le dire simplement, la monnaie de référence de toute l'économie mondiale n'est plus garantie par rien de tangible. C'est la fin du système de Bretton Woods, qui tenait tout en place depuis 1944. L'ère de la prévisibilité, c'est terminé. Le système était donc déjà super fragile, en déséquilibre. Et là-dessus est arrivé le coup de grâce. L'événement qui a vraiment fait basculer le monde dans une crise profonde et durable, le premier choc pétrolier. Regardez bien ce chiffre, 2 $. C'était pendant des années le prix d'un baril de pétrole. Une énergie quasi gratuite qui a littéralement été le carburant des 30 Glorieuses. Toute notre industrie, tous nos modes de vie en Occident reposaient là-dessus, sur ce pétrole qui ne coûtait rien. Et voilà le choc. En l'espace de quelques mois, le prix est multiplié par 4. Pour faire court, à la suite de la guerre du Kippour, les pays de l'OPEP, principalement arabes, décident d'utiliser le pétrole comme une arme. C'est une sanction contre le soutien de l'Occident à Israël. L'effet est immédiat. C'est une déflagration. L'économie mondiale complètement dépendante se retrouve prise à la gorge. Et cette crise donne naissance à un monstre économique que personne ne comprend vraiment. La stagflation. C'est un concept clé à retenir. Normalement, quand l'économie stagne, les prix ont tendance à baisser. Logique. Mais là, c'est tout l'inverse. La croissance s'effondre, le chômage explose et, en même temps, les prix continuent de flamber. C'est un véritable cauchemar pour les gouvernements qui ne savent absolument plus quoi faire. Et comme les vieilles recettes ne marchent plus, ça laisse le champ libre à de nouvelles idées. Une vraie bataille idéologique s'engage pour savoir à quoi va ressembler le futur du capitalisme. On a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'héritage de Keynes. L'État doit intervenir, dépenser de l'argent pour relancer la machine. C'est ce qu'on essaie de faire au début, mais ça ne fait qu'aggraver l'inflation sans résoudre le chômage. Et de l'autre, une nouvelle pensée qui monte, le néolibéralisme, incarné par des économistes comme Milton Friedman. Pour eux, le message est clair, l'État c'est le problème. Il faut laisser le marché s'autoréguler, privatiser, déréglementer. C'est une révolution intellectuelle totale. Et cette phrase de Ronald Reagan, quand il est élu président des États-Unis en 1980, résume tout. Avec Margaret Thatcher au Royaume-Uni, il va appliquer cette nouvelle doctrine à la lettre. C'est la fin du consensus d'après-guerre et le début de ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Mais cette tempête économique et idéologique, elle ne se limite pas à l'Occident, loin de là. Elle va secouer l'ordre mondial tout entier et provoquer des bouleversements politiques énormes sur tous les continents. La chronologie de cette période donne le vertige. En à peine 15 ans, des régimes qui semblaient éternels s'effondrent comme des châteaux de cartes. C'est une lame de fond qui va redessiner la carte du monde à une vitesse hallucinante. D'abord, en Europe du Sud, on assiste à une vague de démocratisation. Au Portugal, la révolution des œillets en 1974 met fin à la plus vieille dictature du continent. En Grèce, le régime des colonels tombe la même année. Et en Espagne, après la mort du dictateur Franco en 1975, le pays entame sa transition vers la démocratie. Mais en 1979, un autre type de révolution secoue la planète. En Iran, le Shah, qui était un allié des États-Unis, est renversé. Sauf que ce n'est pas la démocratie qui le remplace, mais une république islamique dirigée par l'ayatollah Khomeini. C'est l'émergence d'une nouvelle force politique majeure, l'islamisme, qui rejette en bloc le capitalisme américain et le communisme soviétique. Et puis arrive le tremblement de terre final, l'effondrement du bloc de l'Est. Quand Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, il essaie de réformer un système soviétique à bout de souffle.
Il lance la perestroïka, la restructuration économique, et la glasnost, la transparence. Sauf qu'en libérant la parole, il ouvre une boîte de Pandore. En 1989, les peuples d'Europe de l'Est se révoltent et les régimes communistes tombent les uns après les autres, avec comme symbole ultime la chute du mur de Berlin. 2 ans plus tard, c'est l'URSS elle-même qui implose et se dissout. Au même moment, l'autre géant communiste, la Chine, prend une voie radicalement différente. Deng Xiaoping lance des réformes économiques spectaculaires. Il ouvre le pays au marché. Mais quand les étudiants réclament la démocratie sur la place Tiananmen en 1989, le régime répond par un massacre. Le pari chinois est clair, c'est l'économie de marché, oui, mais sans les libertés politiques. Une voie qui va en faire la superpuissance d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Eh bien, tous ces chocs, toutes ces révolutions n'ont pas juste détruit un ordre ancien. En fait, ils ont accouché du monde dans lequel on vit, là maintenant. Notre monde est l'héritier direct de cette période. On vit avec les conséquences de tout ça. La fin de l'opposition Est-Ouest, une mondialisation qui s'est accélérée à toute vitesse, mais aussi un monde bien plus complexe, plus instable, avec des nouvelles puissances comme la Chine et de nouvelles formes de conflits qu'on ne connaissait pas avant. On va finir sur cette question, qui reste totalement ouverte. On a quitté la stabilité un peu angoissante de la guerre froide pour un monde avec plein de pôles de puissance, super connectés, mais aussi rempli d'incertitudes. En comprenant cette grande bascule des années 70 et 80, on a peut-être quelques clés pour mieux déchiffrer les défis de notre propre époque. Merci beaucoup et à bientôt!